Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième capsule sur la nomenclature inorganique. Je vous rappelle que la première capsule portait sur les degrés d'oxydation. Encore une fois, il est fortement recommandé de faire le suivi des capsules avec le document résumé nomenclature que tu peux compléter au fur et à mesure de ton visionnement. Les règles de nomenclature ne proviennent pas de nulle part. Là. Ce sont des gens qui font partie de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Donc, c'est vraiment un organisme, une organisation où est-ce que on a déterminé des règles pour bien pouvoir comprendre d'un pays à l'autre comment on nomme des composés, comment on écrit des composés et pouvoir bien se comprendre malgré les barrières linguistiques entre les pays. Nous, bien entendu, ce seront les règles appliquées à la nomenclature en français et non pas celle en anglais, où est-ce que pratiquement tout est inversé dans le fond. Là, en anglais, là, vous allez les nommer pratiquement de la même façon, mais en inversant le cation et l'anion en le nommant. Donc, bien entendu, comme nous sommes francophones, nous allons utiliser la nomenclature en français. Première petite généralité là, qu'on peut voir à la page 1 du document, lorsqu'on écrit une formule chimique, j'en ai glissé un mot lors de la capsule sur les degrés d'oxydation, on va toujours écrire le cation en premier et ensuite on va écrire l'anion. Alors, par exemple, si j'ai du NaCl, le Na, c'est le métal, le cation, là, ce sont les métaux, là. Donc le cation et le métal, Na d'abord, Cl ensuite. Cependant, en français, on va nommer la fin puis après ça le début. Donc, on va commencer par nommer l'anion, et ensuite on va nommer le cation. On va habituellement séparer les deux du mot de ou des apostrophes. Là, s'il y a deux voyelles l'une à la suite de l'autre, on va utiliser le d apostrophe. Alors, si on a l'exemple du NaCl, eh bien, le Cl, le nom de l'anion Cl, on va le voir un peu plus loin, c'est l'anion chlorure. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il provient du chlore et on rajoute ure à la fin, donc chlorure de, et on nomme carrément le cation, donc sodium dans ce cas-là, là, c'est le cation sodium qui est nommé. Donc on nomme pas sodium, en anglais c'est l'inverse, ils nomment ça sodium chloride, donc ils le mettent dans l'ordre où il est écrit, mais nous en français c'est vraiment la lecture anion, ensuite cation, mais quand on écrit la formule, c'est le cation d'abord, c'est le métal d'abord qu'on va écrire. Alors à ne pas confondre, ce sont des généralités, mais des règles excessivement importantes, c'est vraiment la base de l'écriture et de la nomenclature inorganique. J'ai divisé les composés qu'on peut retrouver en nomenclature inorganique en trois types qui respectent chacun des règles spécifiques. D'abord, les composés binaires. Je t'en ai glissé un mot dans la capsule sur les degrés d'oxydation. On parle habituellement de molécules ou de composés qui contiennent un minimum de deux atomes différents. On se souvient que les atomes, les éléments, lorsqu'on les représente avec leur symbole, ont une lettre majuscule au maximum. Donc, dès le moment où je vois deux lettres majuscules, j'ai affaire à deux éléments et habituellement, ils sont différents dans la formule. Il se peut qu'on ait des ions polyatomiques. Nous allons voir ça un peu plus tard dans d'autres capsules sur la nomenclature, c'est-à-dire un ion composé de plusieurs atomes. À ce moment-là, habituellement, on va avoir un métal ou un non-métal avec l'ion polyatomique et ça va faire un composé ternaire où il y aura habituellement trois types d'atomes différents dans ce contexte. Allons maintenant regarder ensemble les divers types de composés qu'on pourrait rencontrer. Le type 1 et le type 2, ça prend des métaux. Alors, nécessairement, si j'ai un métal dans mon composé, les métaux, vous vous souvenez qu'ils sont à gauche de l'escalier, ce sont la majorité des éléments du tableau périodique, donc à gauche de l'escalier du tableau. Si j'ai un métal, je fais nécessairement affaire à un type 1 ou un type 2. Si ce sont que des non-métaux, à ce moment-là, je suis dans un type 3. Qu'est-ce qui distingue le type 1 du type 2? C'est que mon métal a soit un degré d'oxydation fixe, c'est-à-dire que quand je regarde dans mon tableau périodique, vous avez les degrés d'oxydation, n'est-ce pas, qui sont en dessous des électronégativités pour les tableaux du département. Eh bien, quand je m'en vais regarder mon degré d'oxydation, il y en a juste un. Alors, pour mon métal qui a juste un degré d'oxydation possible, on va dire que son degré d'oxydation, il est fixe, c'est toujours le même. Par exemple, si vous allez regarder votre tableau périodique, les alcanins sont toujours plus 1. Les alcalino-terreux sont toujours plus 2. L'aluminium est toujours plus 3. Donc, vous avez plusieurs exemples où on a des métaux à degré d'oxydation fixe. À ce moment-là, on est dans un type 1 de nomenclature et on ne fait que nommer
les composés tels qu'ils sont. On va y revenir un peu plus tard. Donc, dans ce cas-là, MgCl2. Le Cl, on l'a vu tout à l'heure, l'anion s'appelle chlorure, donc chlorure de magnésium, tout simplement. Le type 2, on aura un métal, mais cette fois-ci, souvent un métal de transition, c'est-à-dire un métal avec un nombre d'oxydation variable. Alors, comme il a un degré d'oxydation variable, il va être important de spécifier le degré d'oxydation du métal entre parenthèses, et on a vu dans la capsule numéro 1 comment on fait pour aller trouver des degrés d'oxydation. Alors ici, j'ai du Fe2O3. Je sais par exemple que mon oxygène est moins 2. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Alors chacun de mes fers devra être plus 3 pour compenser. J'appelle donc ça de l'oxyde de fer et je mets entre parenthèses le chiffre romain 3 pour faire référence au degré d'oxydation du fer. Alors, c'est une petite différence qu'il y a entre les deux, c'est que ici, j'ai nécessairement des chiffres romains qui devront être utilisés pour pouvoir adéquatement nommer mon composé. Finalement, la dernière méthode, le type 3, on va y revenir à chaque méthode, ne vous en faites pas, on va faire des exercices sur chaque méthode. Je ne fais que vous les présenter pour l'instant, les types de composés. Alors, pour le composé de type 3, on a deux non-métaux habituellement qui sont interreliés. Et là, ben, c'est la nomenclature que vous avez sans doute utilisée un peu à toutes les sauces au secondaire, c'est-à-dire celle avec les préfixes où est-ce qu'on met le nombre. Alors, dans ce cas-là, j'ai pentachlorure, j'ai 5 chlores, pentachlorure de phosphore, où est-ce que j'utilise les préfixes pour dire il y a combien de chacun des éléments présents. Chaque type 1, type 2, type 3, a ses propres règles de nomenclature que nous allons développer un peu plus dans les prochaines capsules et dans cette capsule-ci aussi d'ailleurs. Passons donc aux composés de type 1. Les composés de type 1, on peut voir à la page 2 de ton document résumé où on en discute. On a des métaux à nombre d'oxydation fixe, à degré d'oxydation fixe. Ici, je t'ai pris le tableau périodique du département et tu peux voir en rouge où j'ai encadré les nombres d'oxydation et il n'y en a qu'un seul nombre d'oxydation. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres variations. Il n'y a pas d'autres nombres d'oxydation possibles. Et je suis à gauche de l'escalier qui est là. Donc, je suis aussi un métal. Alors, n'importe quel métal, la première chose que tu vas vouloir faire, c'est aller vérifier est-ce que le nombre d'oxydation est fixe. S'il est fixe, c'est un type 1. S'il est variable, c'est un type 2. Alors, ça va être une des premières choses que tu vas vérifier quand tu vas vouloir aller nommer. Ceux-là, ce sont les plus simples à nommer. On prend le nom de l'anion, on nomme l'anion en premier, on rajoute de ou des apostrophes, et après ça, on nomme le métal. Tout simplement. Bon, pour pouvoir faire ça comme il faut, c'est sûr qu'il faut savoir le nom de nos anions. Alors, il faut les connaître, on n'a pas vraiment le choix de les apprendre. Commençons par regarder le nom des cations pour débuter. Alors, au niveau des cations, ce n'est pas très compliqué. Pour un cation, on va dire ion. Ensuite, on va dire le nom de l'élément, qui va être un métal dans notre cas. Et quand le degré d'oxydation est variable, on va rajouter en chiffre romain la charge. Si c'est un degré fixe, par exemple, ici, vous avez Al3+. Al3+, l'ion aluminium, là, si tu regardes dans ton tableau périodique, l'aluminium, il est toujours 3+. Alors, si je te dis ion aluminium, nécessairement, la seule chose que ça peut être, c'est aluminium 3+. C'est ça qu'on veut dire par un nombre d'oxydation fixe. Il ne varie pas. Le cuivre, lui, est un métal de transition où il peut y avoir plusieurs nombres d'oxydation possibles, dont le nombre 1 ou le nombre 2 au niveau de l'oxydation. Alors, si je te parle de l'ion cuivre 1 entre parenthèses, et tu remarqueras que la parenthèse, elle est collée sur le cuivre, hein, donc il faut vraiment la coller dessus, et c'est en chiffres romains à l'intérieur. Donc, si tu ne connais pas tes chiffres romains, je te fais rapidement jusqu'à 10. 4, c'est comme 5 moins 1. 5, 6, 7, 8, 9, c'est 10 moins 1 et 10. OK, donc je pense que normalement, on devrait quand même bien s'en sortir avec des nombres d'oxydation jusqu'à 10 en chiffres romains. Ça, il faut que tu le connaisses, là, tes chiffres romains. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'ils veulent dire. Là. Donc, si le 1, il est devant le chiffre, ça veut dire c'est 5 moins 1, ça fait 4. Si le 1, il est devant le chiffre, c'est 10 moins 1, ça fait 9. Si le 1, il est après, mais là, c'est 5 plus 2, ça fait 7. Là. Donc, c'est comme ça qu'on fait la lecture des chiffres romains. Alors, pour les ions, ça ressemble à ça. On doit tout simplement, pour les cations,
On nomme le métal si c'est un nombre fixe et on rajoute le chiffre romain si c'est un variable pour spécifier, bon, c'est du cuivre plus 1. Fait qu'il faut dire que ça s'appelle, c'est l'ion cuivre 1. À l'époque, il y a un certain temps où on appelait ça des ions cuivreux. Là, ce n'est pas vraiment utilisé encore, cette nomenclature-là. Là, c'est vraiment celle de gauche qui prédomine en ce moment. Ensuite, au niveau des anions, il faut que tu connaisses, et ça, c'est un tableau à compléter dans ton résumé, donc je t'encourage à faire pause, compléter le tableau pour avoir les bons termes partout. Fais attention de ne pas faire d'erreur en les écrivant. Je décortique avec toi comment on les nomme, en gros, les anions. Alors, les anions, on va habituellement prendre le nom de l'élément et ajouter ur à la fin. Par contre, il y a plusieurs exceptions. Par exemple, l'hydrogène ne devient pas de l'hydrogénure, mais bien de l'hydrure. Ici, ça fonctionne bien pour les halogènes. Fluor devient fluorure, chlore devient chlorure, brome devient bromure. Donc, on a juste remplacé la terminaison par ure ici. Pour l'oxygène, ce n'est pas oxygénure. J'aimerais ça que personne ne m'écrive ça jamais de leur vie. C'est bien oxyde, le terme. Et ici, tu as peroxyde, où est-ce que chaque oxygène vaut moins 1 au lieu de valoir moins 2. Je te donne un exemple, H2O2. Donc, H2O2, si chaque H est plus 1, chaque oxygène est moins 1. Ça ici, c'est du peroxyde d'hydrogène. Okay? Donc, c'est un exemple de cette exception où l'oxygène a une charge de moins 1. Ça, ces ions-là, là, non seulement il faut que tu connaisses leur charge, mais il faut que tu connaisses leur nom. Là. Donc, c'est très important. Ensuite, dans la famille de l'oxygène, toujours, on a des charges de moins 2. On a le soufre qui ne fait pas soufrure, mais bien sulfure. Alors, attention tout le monde. Ici, dans la famille de l'azote, bon, on a le bore là, qui n'est pas dans la famille de l'azote, mais qui fait une charge de moins 3. On l'appelle borure. Dans la famille de l'azote, on a l'azote qu'on n'appelle jamais azoture non plus. C'est dérivé de l'anglais. On l'appelle nitrure. Et le phosphate, qu'on n'appelle pas phosphature, mais bien phosphore. Finalement, on a l'ion carbure. Ce n'est pas un ion excessivement fréquent, disons-nous-le, mais il existe. Alors, je vous les ai classés selon les charges de chacun des anions. Donc, je me prépare à aller faire un petit exercice pour les types 1, pour la fin de cette capsule. Je vais passer quand même rapidement dans l'exercice. Moi, je te recommande de faire pause, de tenter de faire l'exercice par toi-même, de refaire jouer pour voir si tu as réussi à les nommer adéquatement. Donc, il faut prendre le nom de l'anion, ajouter 2 avec le métal. Là, ici, c'est facile. Ce sont tous des métaux à nombre d'oxydation fixe, mais normalement, tu vérifierais pour voir, bon, le Ca, c'est quoi? Bon, c'est un alcalino-terreux, c'est facile, il est toujours plus 2. Le Ba, même chose. Le Mg, même chose. Le K, c'est un alcalin, il est toujours plus 1. Alors, ils ont des nombres d'oxydation fixes. Je ne fais que nommer l'anion et ensuite, je nomme le métal. Donc, F, c'est l'anion. Il s'appelle fluorure. Fluorure de calcium. N, c'est l'anion. Il s'appelle nitrure. Nitrure de barium. Cl est l'anion. Il s'appelle chlorure. Chlorure de magnésium. Soufre est l'anion. Il s'appelle sulfure. Sulfure de potassium. Pour en bas, le travail est un peu plus laborieux d'aller dans l'autre sens. Alors moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'écrire c'est quoi ton cation, c'est quoi ton anion. On va aller faire l'exercice. Nitrure de magnésium. Donc le magnésium et l'azote. L'azote est 3-, le magnésium est 2+. Et là, ben, il faut qu'on fasse la combinaison des deux. Alors, ça va normalement me prendre, dans ce cas-là, bon, pardon tout le monde, on va faire un peu plus de place. Donc, magnésium plus 2, nitrure moins 3. Alors, ça va me donner du Mg3N2 quand je vais l'écrire adéquatement. Le prochain, l'oxyde, c'est de l'oxygène, il est moins 2. Le césium devrait normalement être plus 2. Alors, le césium, excuse-moi, est plus 1. C'est un alcalin, mes excuses tout le monde. Alors, à ce moment-là, ça va être du CS2O. Ça va me prendre 2 fois plus 1 pour balancer mon moins 2. Ensuite, j'ai du sulfure de calcium. Le sulfure est dans la famille de l'oxygène, il fait du moins 2. Le calcium est un alcalino-terreux, il est plus 2. Ça, là, vous allez dans votre tableau périodique. Je le fais rapidement parce que je le connais, mais vous allez dans votre tableau périodique valider tout ça. Alors, si c'est moins 2 et plus 2, le plus simple possible, c'est un de chaque. CAS, je commence toujours par écrire le cation. Finalement, j'ai de l'oxyde d'aluminium. L'oxyde est 2-, l'aluminium est 3+. Si je fais un produit croisé, ça va me prendre 2 aluminiums à chaque fois qu'il y a 3 oxygènes, ce qui me donne ce composé, tout simplement.